derrière la porte à demi fermée de la salle de CE2, Stéphane Dubois, un vétéran de guerre, se tenait avec son loyal compagnon Rex, observant une scène qui fracassait le cœur d'un père. Sa jeune fille, Chloé, en équilibre précaire sur sa prothèse de jambes métallique et une paire de béquilles, grelottait alors que l'enseignante, cette femme que tout le village vénérait, la désignait du doigt en hurlant des mots cruels. La classe entière explosa de rire, chaque éclat de voix plus acéré que n'importe quelle blessure que Stéphane avait pu subir sur le front. Ses poings se crispèrent. Ceci n'était pas un conflit armé. C'était une humiliation masquée en acte pédagogique, et sa petite fille en était la cible. Si vous êtes convaincu qu'aucun enfant ne devrait subir la honte de sa différence, suivez ce récit. Et s'il vous émeut, abonnez-vous afin de ne rien manquer des histoires qui restaurent notre confiance en l'humanité et en la force discrète de la compassion. Puisse votre journée être douce et sereine. Le soleil du matin diffusait une lueur dorée et tendre sur la vallée de Saint-Martin-du-Bois, un hameau de montagne tranquille où la brume flottait encore au-dessus des toits en lauze et des chemins de terre. 6 mois s'étaient écoulés depuis que Stéphane Dubois avait quitté les champs de bataille, mais le silence assourdissant de la guerre l'escortait tel une ombre. À 42 ans, il était grand, les épaules carrées, le visage creusé par les marques profondes de la fatigue. Ce matin-là, il s'était vêtu comme à son habitude. Une veste de treillis vert armé, un jean sombre, des Rangers en cuir marron lustré par réflexe, et une casquette noire arborant l'inscription blanche, ancien combattant. Le monde ne le qualifiait plus de soldat, mais sa démarche en conservait toute la rigueur. Son épouse n'était plus, fauchée par un accident de la route des années plus tôt. Sa fille Chloé avait réchappé au même drame, y laissant une part d'elle-même, une jambe, mais puisant en elle la force de continuer d'avancer. Aujourd'hui, avec Rex, leur fidèle berger allemand les accompagnant, père et fille étaient venus s'installer à Saint-Martin-du-Bois, espérant y trouver un havre de paix. L'école primaire de Saint-Martin-du-Bois se situait en haut d'une colline, ceinte de marronniers dont les feuilles viraient déjà au rouge et à l'or. Stéphane stationna la vieille Renault 4 grise devant le grand portail. Chloé réajusta la lanière de son cartable et contempla le bâtiment avec une appréhension muette. Elle avait 8 ans, paraissait plus jeune que son âge, avec une chevelure blond cendrée tombant sur ses épaules et des prunelles d'un bleu-gris qui semblaient toujours évaluer le danger avant d'accorder leur confiance. Sa tenue d'écolière était sobre, une blouse de couleur crème, une jupe bleu nuit et un cardigan assorti, ses béquilles fermement tenues sous ses bras et le scintillement discret du métal de sa prothèse qui captait les rayons du matin. Rex marchait à ses côtés, son pelage fauve et noir au reflet de bronze sous le soleil, son pas assuré et discipliné. Au secrétariat, l'employé leur adressa un sourire courtois en tendant un document à Stéphane. La classe de CE2, précisa-t-elle. Celle de Madame Sandrine Moreau. C'est l'une de nos meilleures professeurs, aimée de tous ici. Stéphane la remercia, bien qu'une dissonance dans le mot « aimer » le troubla. Il posa une main réconfortante sur l'épaule de Chloé. « Tout se passera bien », murmura-t-il, s'efforçant d'insuffler de l'assurance dans son intonation. La fillette acquiesça d'un signe de tête, le regard baissé. Ensemble, ils suivirent le vacarme des rires et des semelles crissant sur le linoléum du couloir. Au fond du hall se trouvait la salle de CE2. Madame Sandrine Moreau s'y trouvait déjà, organisant des documents sur son bureau avec une précision quasi chirurgicale. Approchant la quarantaine, de stature moyenne, elle portait un chemisier gris perle rentré dans une jupe longue de couleur fusain, un foulard de soie parme élégamment noué à son cou. Ses cheveux auburn formaient de légères ondulations à leur extrémité, encadrant un visage à l'expression sereine qui, de loin, paraissait bienveillant, mais qui de près, révélait une certaine acuité. Lorsqu'elle leva les yeux, son sourire était impeccable, maîtrisé. « Ah, vous devez être les Dubois », dit-elle d'une voix travaillée pour séduire. « Bienvenue dans la classe de CE2. » Stéphane s'accroupit près du pupitre de Chloé, s'assurant qu'elle pouvait attraper ses affaires. « Je reviens te chercher à la sortie, ma chérie, » dit-il. Chloé opina, agrippant son stylo comme une bouée de sauvetage. Stéphane se retourna pour s'en aller, saluant poliment Madame Moreau. En franchissant le seuil, Rex marqua un temps d'arrêt, ses yeux d'ambre rivés sur la femme qui se tenait à l'avant de la classe. Sa queue se fit raide. Un grognement à peine audible s'échappa de sa poitrine. Stéphane fronça les sourcils et chuchota, « Calme-toi, mon vieux. » Mais tandis qu'il s'éloignait dans le couloir, Rex se retourna, mal à l'aise. Le cours débuta. Au commencement, tout était normal. Les élèves écrivaient leurs noms, chuchotaient au sujet de la récréation.
Chloé s'efforçait de rester discrète, sa béquille posée sans bruit sur le sol. Puis survint l'instant qui fit tout basculer. « Chloé » appela Madame Moreau d'une voix sucrée, « et si vous vous leviez pour nous lire la phrase suivante ?» Un silence se fit dans la salle. La petite fille se mit debout, trouvant son équilibre sur sa jambe artificielle. Avant même qu'elle ait pu commencer, l'institutrice ajouta, « Prenez garde, mon enfant. Tout le monde n'a pas votre talent pour rester stable. » Les mots s'écoulèrent, un venin dissimulé sous du miel. Un rire général éclata. Certains élèves ricanèrent sans retenue. D'autres se cachèrent derrière leurs mains. Chloé resta pétrifiée, le visage en feu. Le volume des rires augmenta, ricochant contre les murs jusqu'à ce que la pièce entière semble se moquer d'elle. Pourtant, tous ne riaient pas. Près de la fenêtre était assis Léo Martin, un garçon réservé aux cheveux bruns ébouriffés. À ses côtés, Manon Lefebvre, une fillette dont les lunettes semblaient trop larges pour son visage. Ils échangèrent un regard dépourvu d'amusement, teinté de malaise. Léo plissa le front, observant les mains tremblantes de Chloé. Manon lui glissa un mot à l'oreille, mais ni l'un ni l'autre n'intervint. Leur regard suivait Chloé avec une compassion silencieuse alors que le reste des élèves détournaient les yeux. Ils l'ignoraient encore, mais ce modeste geste d'empathie allait tisser le premier fil d'une trame de courage. Dans le couloir, Rex se tendit à nouveau, les oreilles aux aguets. Le son lui était parvenu, lointain mais distinct, le genre de son qui signalait une détresse. Il émit un grondement sourd, tournant en rond près de la porte. Stéphane, revenant du bureau de la directrice, s'immobilisa. « Qu'y a-t-il » chuchota Théil. L'attitude du chien ne laissait place à aucun doute. Tension, inquiétude, instinct de protection. Stéphane s'avança à pas feutrés vers la porte de la classe, ses réflexes de soldat prenant le dessus. À travers l'étroite vitre, il aperçut Madame Moreau, penchée sur le bureau de Chloé. Les lèvres de l'enseignante remuaient, sa voix était inaudible, mais son index pointait avec une dureté quasi accusatrice, tandis que Chloé demeurait prostrée, les yeux agrandis par la peur, les épaules secouées de tremblement. Les autres élèves assistaient à la scène en silence, trop effrayés pour réagir. La mâchoire de Stéphane se contracta. Nul crépitement d'armes, nulle fumée, mais l'atmosphère était la même. Une menace, sous une autre forme. Le grognement de Rex s'amplifia, une vibration d'avertissement dans le calme du couloir. Finalement, la sonnerie retentit. Des enfants dévalèrent le couloir en riant, jetant leurs livres dans leurs cartables. Chloé fut la dernière à sortir, les yeux rougis mais secs, les lèvres scellées. Stéphane s'agenouilla à sa hauteur. « Tout s'est bien passé » demanda-t-il avec douceur. Elle acquiesça trop vite, sa voix n'étant qu'un souffle. « Ça va. » Il ne la crut pas, mais n'insista pas. Rex marchait entre eux, se retournant vers la salle de classe comme pour vérifier que le cauchemar était terminé. Le trajet du retour se fit dans un silence de plomb. La Renault 4 tressautait sur la route de campagne, les rayons du soleil filtrant par intermittence à travers les arbres. Chloé fixait le paysage qui défilait, sans réellement le voir. Stéphane gardait les yeux sur la route, sa poigne se resserrant sur le volant à chaque soubresaut du véhicule. Rex, sur la banquette arrière, ne quittait pas la fillette des yeux, son regard protecteur et grave. Ce soir-là, la maison était immobile. Chloé était allée se coucher de bonne heure, levée contre le flanc chaud de Rex. Stéphane restait seul à la table de la cuisine, avec pour seule compagnie le ronronnement du réfrigérateur. Il ouvrit un vieux calepin, celui qui l'avait accompagné sur tous les fronts, et se mit à écrire. « Il y a quelque chose qui cloche dans cette école, nota-t-il. Puis, après un long silence, il ajouta « Je la défendrai. Quelle que soit la nature de cette guerre. » L'encre bava légèrement sur le papier jauni, son écriture ferme mais chargée de rage et d'amour. Il referma le carnet et s'adossa à sa chaise. Une mince ligne de lumière filtrait encore sous la porte de Chloé. Rex s'agita, ses pattes martelant doucement le plancher tandis qu'il montait la garde. Dehors, Saint-Martin-du-Bois sommeillait paisiblement, inconscient de la tempête muette qui grondait dans la classe de CE2. Une guerre sans armes ni drapeau, faite de cruauté et de silence. Et au cœur de ce silence, la promesse d'un père prenait corps. Une semaine s'était écoulée depuis cette première matinée angoissante à l'école primaire de Saint-Martin-du-Bois. Pourtant, son poids continuait de peser sur l'atmosphère.
Stéphane Dubois s'était efforcé de se persuader que la situation s'apaiserait, qu'il avait peut-être mal jugé ce qu'il avait entrevu par la porte de la classe de CE2. Les enfants retiennent ce qu'on leur enseigne, et la méchanceté, une fois semée, germe rapidement. L'automne s'installait. Les matinées se faisaient plus fraîches, et chaque journée se déroulait de la même manière. Chloé avançant avec une certaine raideur dans le couloir sur ses béquilles, le sourire encourageant de son père s'effaçant derrière elle, et Rex, qui observait depuis la fenêtre de la voiture, ses yeux d'ambre perçants rivés sur les portes de l'école. Dans la classe, les murmures étaient devenus une rumeur incessante. Chaque fois que Chloé faisait tomber un crayon, celui-ci roulait juste assez loin pour qu'elle soit obligée de se contorsionner pour le ramasser. Personne ne l'aidait. Certains détournaient le regard, d'autres arboraient un sourire narquois. Lorsqu'elle tentait de poser une question, le garçon derrière elle l'imitait d'une voix de fausse et cruelle, provoquant les rires. Un matin, en ouvrant son cahier, elle découvrit une feuille de papier pliée entre les pages. Dessus, tracé d'une écriture maladroite, un mot qui la poignarda en plein cœur, la handicapée. Elle plia le billet et le mit dans sa poche, trop effrayée pour s'en débarrasser, trop honteuse pour le montrer. Madame Sandrine Moreau supervisait le tout avec un aplomb imperturbable. Aux yeux des parents, elle demeurait l'enseignante parfaite, celle qui organisait des kermesses de charité et restait tard pour embellir les murs de la classe. Mais une fois la porte refermée et le couloir silencieux, sa douceur se muait en une froideur glaciale. Elle assignait à Chloé des tâches qu'elle ne pouvait accomplir aisément, effacer le tableau, transporter une pile de manuels. Et lorsque la fillette marquait une hésitation, le soupir de Sandrine se faisait assez sonore pour être entendu de tous. « Nous ne devons pas laisser nos faiblesses prendre le dessus, Chloé, déclarait-elle. Chaque mot était pesé, chaque sourire calculé. Les enfants apprirent vite. Ils imitèrent son ton, ses gestes, et jusqu'à sa cruauté. Pendant la récréation, Chloé s'asseyait seule sous le toboggan oxydé. Le vent était mordant, mais elle restait là, dessinant des formes dans la poussière avec sa béquille. De l'autre côté de la cour, Léo et Manon échangeaient des regards soucieux. Léo, un garçon de 9 ans aux cheveux couleur de sable humide et au regard trop grave pour son âge, interpella doucement Manon. Elle était plus menue, avec des lunettes rondes qui glissaient sans cesse sur son nez et une voix si basse qu'on l'entendait à peine. Elle pleure encore, chuchota Léo. Manon, après un instant d'hésitation, s'approcha et déposa la moitié de son goûter près de Chloé, sans un mot. Léo la rejoignit, prétextant refaire son lacet pour ne pas attirer l'attention. Ils ne dirent rien, mais durant quelques instants, Chloé ne fut plus seule. À la fin de la semaine, le harcèlement avait dépassé les murs de la classe. Les enfants se mirent à chuchoter sur son passage à la cantine, dans les couloirs, et même à l'arrêt du car scolaire. Quelqu'un se mit à laisser des dessins sur son bureau, des silhouettes stylisées avec une jambe barrée d'une croix. Sandrine n'intervint jamais. Une fois, quand Chloé tenta de s'en plaindre, l'enseignante lui adressa un sourire pincé et déclara « Il faut apprendre à ne pas prendre les plaisanteries autant à cœur ». Ces paroles furent plus douloureuses que les rires. Léo et Manon tentaient de l'aider comme ils le pouvaient, en rapprochant ses livres, en nettoyant son pupitre lorsque les autres y laissaient des traces de colle ou des miettes. Mais leur bienveillance les exposa à leur tour. L'équipe des pleurnichards les surnomma quelqu'un. Dès lors, ils prirent l'habitude de déjeuner tous les trois à une table isolée, silencieux, comme invisibles. Chaque matin, lorsque Stéphane déposait Chloé, les sens de Rex étaient en alerte. Dès qu'ils arrivaient devant le portail, sa queue se raidissait et un grondement sourd montait de sa gorge. Au début, Stéphane y vit une simple impatience de chien, mais dès le 3e jour, il commença à remarquer la récurrence. Chaque fois que Rex fixait les fenêtres de la classe, ses oreilles se couchaient et le poil de son échine se hérissait. « Qu'est-ce qui se passe, mon vieux » murmurait Stéphane. Mais le chien se contentait de gémir, tirant légèrement vers l'école comme s'il voulait la rejoindre. Le soldat en Stéphane ne pouvait ignorer un tel avertissement, surtout venant d'une créature qui avait sauvé des vies sur le terrain. Ce soir-là, Chloé tourna et retourna la nourriture dans son assiette, sans manger. Quand Stéphane l'interrogea sur sa journée, elle esquissa ce petit sourire forcé qui lui fendait le cœur. « C'était bien, dit-elle d'une voix monocorde. Plus tard, en la mettant au lit, il remarqua une ecchymose discrète près de son poignet, la marque de doigt. Elle rabattit sa manche avant qu'il ait pu l'interroger. « Je suis tombée, murmura-t-elle. Rex, couché au sol, releva la tête, le regard fixe et intense.
Après avoir éteint la lumière, Stéphane resta longtemps dans le couloir, écoutant la respiration saccadée de sa fille. Cette nuit-là, elle se réveilla 2 fois en pleurant, mais lorsqu'il accourut, elle se contenta de dire qu'elle avait rêvé de rire. Le week-end suivant, le malaise de Stéphane s'était mué en certitude. Il se mit à arriver plus tôt pour la sortie des classes, attendant près de la grille d'où il pouvait observer les fenêtres. De loin, Madame Moreau était l'institutrice parfaite, souriante, patiente, saluant les parents. Mais à travers la vitre, lorsqu'elle se croyait à l'abri des regards, son expression se transformait. Ses gestes devenaient secs, impérieux, son sourire s'évanouissait. Stéphane la vit se pencher vers Chloé. Ses paroles étaient rapides, son ton cassant. Le corps de Chloé se contractait à chaque fois. Cette vision noua la gorge de Stéphane. Il n'était pas homme à s'imaginer des choses, et les grondements continus de Rex ne faisaient que confirmer l'évidence qui s'imposait à lui. Le soir même, Stéphane se rendit au bureau de l'école pour lui parler. Sandrine l'accueillit avec sa chaleur habituelle, portant un gilet de laine écrue et une broche en argent en forme d'oiseau. « Monsieur Dubois », dit-elle d'un ton presque chantant. Chloé s'intègre parfaitement. C'est une enfant intelligente, un peu émotive peut-être, mais elle s'endurcira. Stéphane hésita, scrutant son visage. Elle est plus renfermée ces derniers temps, dit-il. Et j'ai vu quelques bleus. Sandrine eut un rire léger, qui sonna creux. Oh, les enfants tombent. Et les autres élèves. Ce sont aussi des enfants. Les taquineries existent, mais nous sommes là pour les guider. Je vous le garantis. Son regard était direct, son sourire imperturbable. Stéphane aurait voulu la croire, mais quelque chose dans cette voix posée sonnait faux, comme une dissonance. Le lundi, il tenta de nouveau de chasser ses doutes. Il regarda Chloé se diriger en boitillant vers l'entrée, sa petite silhouette perdue au milieu des autres enfants. Au moment où elle se retourna pour lui faire un signe, Rex aboya férocement depuis la voiture, faisant sursauter les parents alentour. Stéphane le fit taire, gêné, mais les yeux du chien restèrent braqués sur le bâtiment. Le reste de la journée, Stéphane fut incapable de se concentrer sur son travail. Son esprit rejouait sans cesse cet aboiement, grave, pressant, protecteur. Il l'avait déjà entendu. En Afghanistan, quelques secondes avant une embuscade. Rex avait toujours su. Ce souvenir lui fit agripper plus fermement le volant lorsqu'il retourna à l'école cet après-midi-là. À la dernière sonnerie, Chloé fut, une fois de plus, l'une des dernières à sortir. Sa tenue était débraillée et une trace de craie maculait sa manche. Elle lui sourit faiblement, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Le cœur de Stéphane se serra. Il écarta une mèche de cheveux de son visage et dit à voix basse, « Tu n'as pas besoin de jouer la comédie avec moi, Chloé. » Elle secoua la tête et murmura, « Tout va bien, papa. » Ce mensonge était si doux qu'il le blessa plus que n'importe quelle vérité. Alors qu'il se dirigeait vers la voiture, Rex se frotta contre la jambe de Chloé, reniflant sa manche avant de lui lécher la main. Elle sourit au chien, la seule créature en qui elle avait une confiance aveugle. Cette nuit-là, tandis que le ciel s'assombrissait sur Saint-Martin-du-Bois, Stéphane s'attabla de nouveau dans la cuisine, son carnet ouvert. La lumière de la lampe éclairait ses mains calleuses, celle-là même qui avait porté des camarades sous le feu. Il écrivit lentement, pesant chaque mot. Il se passe quelque chose dans cette classe. Et en dessous, une autre phrase. L'ennemi se drape de bienveillance. Cette fois, il contempla longuement ces mots avant de refermer le carnet. Dehors, le vent frôlait les fenêtres, et Rex, couché près de la porte, laissa échapper un grognement sourd qui se perdit dans la nuit. Fin octobre, Saint-Martin-du-Bois s'était abandonné aux prémices de l'hiver. L'air, vif et sec, charriait une odeur de pin et de feu de bois qui enveloppait le village tel un souvenir. Chaque matin, le givre ornait les fenêtres de l'école, et la cour de récréation gisait, silencieuse, sous un ciel blafard. Stéphane Dubois en était venu à appréhender ses matinées. Chloé parlait moins, souriait encore plus rarement. Une vacuité s'était installée dans son regard, une maturité bien au-delà de ses 8 ans. Dans son sommeil, elle poussait de légers gémissements, et Rex, veillant à côté de son lit, dressait la tête au moindre bruit, alerte, protecteur, guettant un péril qu'il ne pouvait encore identifier. Dans la classe de CE2, l'atmosphère s'alourdissait de jour en jour. Les rires s'étaient tus, remplacés par des chuchotements, mais la cruauté demeurait,
tenace comme une tache indélébile. Léo, qui avait toujours observé les événements en retrait, commença à déceler des schémas, la voix de l'enseignante qui s'adoucissait à l'approche des parents, pour redevenir tranchante et glaciale une fois qu'ils avaient le dos tourné. Il voyait Chloé tressaillir chaque fois qu'on l'interpellait. Un matin, après avoir surpris une nouvelle moquerie, déguisée en remarque pédagogique, il prit une décision qui allait tout bouleverser. Il emprunta un petit dictaphone à son grand frère, un appareil à peine plus grand que sa main, doté d'un voyant rouge, et le dissimula au fond de son cartable avant de partir pour l'école. Ce n'était pas le courage qui le motivait, mais le sentiment que quelqu'un devait agir, même si personne ne prêterait foi à un enfant. Le lendemain, Léo s'installa 2 rangs derrière Chloé, feignant de dessiner tandis que l'appareil enregistrait tout. Sandrine Moreau était de méchante humeur, arpentant les allées avec son assurance coutumière. Elle s'arrêta près de Chloé, examinant son écriture maladroite. « Vous appelez ça un effort » cingla-t-elle, à voix basse mais avec un venin palpable. « Même avec une seule jambe, vous devriez au moins faire semblant d'être capable. » Quelques élèves étouffèrent un rire. Le visage de Chloé devint livide. Elle murmura des excuses à peine audibles. Sandrine se pencha davantage, sa voix glaciale. « Ne vous excusez pas. Progressez. » L'estomac de Léo se tordit. Sa main tremblait au-dessus de son dessin, mais il ne leva pas les yeux. À la récréation, il s'isola dans les toilettes et vérifia l'enregistreur. Le voyant rouge clignotait toujours. Il lança la lecture et entendit tout. La voix, les mots, la cruauté qu'aucun adulte ne pourrait croire sans preuve. Cet après-midi-là, Manon comprit que la gentillesse seule ne suffisait pas. Assise près de la porte, elle vit Sandrine ordonner à Chloé d'effacer le tableau après la classe. La fillette hésita, sa béquille posée de manière instable contre le mur. « Servez-vous de votre main, » dit froidement l'enseignante. « Il vous en reste une. » Manon se pétrifia en voyant Chloé se hisser péniblement pour atteindre le coin supérieur, son petit corps tremblant sous l'effort. Alors qu'elle allait lâcher, Sandrine s'avança, lui saisit le menton et lui releva le visage avec une cruauté calculée. « Regarde-moi quand je te parle, » siffla-t-elle. Les yeux de Chloé s'emplirent de larmes qui ne coulèrent pas. Manon sentit son estomac se nouer. Elle voulut crier, mais aucun son ne sortit de sa gorge. À la sonnerie, elle fut la dernière à quitter la salle, s'attardant près de la porte tandis que Chloé essuyait ses larmes de ses doigts tremblants. Le soir, Manon raconta à Léo ce dont elle avait été témoin. Ils se donnèrent rendez-vous derrière le parking à vélo, où le vent faisait vibrer le grillage. « On ne peut pas laisser faire ça, » dit Léo à voix basse, agrippant son cartable. « Je l'ai enregistré. On a la preuve. » Les yeux de Manon s'agrandirent derrière ses verres. « Tu vas le dire à quelqu'un » demanda-t-elle. Il secoua la tête. « Pas tout de suite. Il en faut plus. Si ce n'est qu'un enregistrement, ils diront que j'ai menti. » Ils restèrent là un long moment, tandis que les dernières lueurs du jour s'éteignaient derrière les collines. Pour la première fois, ils réalisèrent que faire le bien pouvait être aussi terrifiant que de garder le silence. Le lendemain matin, Stéphane arriva plus tôt que d'habitude. Il gara la voiture le long du trottoir, son souffle formant un nuage dans l'air froid. Rex était assis à côté de lui, aux aguets, la queue immobile. À travers le pare-brise, Stéphane observa la cour se remplir d'enfants. Il distingua Chloé parmi eux, silencieuse, menue, son souffle se condensant en buée. Au moment où elle se dirigea vers la porte, Rex se raidit brusquement. Ses oreilles se couchèrent, son corps se tendit, et avant que Stéphane ait pu esquisser un geste, il bondit hors de la voiture, la laisse lui échappant des mains. Le chien fonça vers l'entrée de l'école, aboyant à plein poumon, des aboiements graves et saccadés qui se répercutèrent dans la cour. Les parents se retournèrent, surpris. Stéphane se lança à sa poursuite, l'appelant. Lorsqu'il atteignit le seuil de la classe de CE2, Rex avait déjà bousculé 2 élèves et se tenait sur le pas de la porte, aboyant avec fureur en direction de Madame Moreau. À l'intérieur, l'enseignante s'interrompit au milieu d'une phrase, son sourire s'évanouissant. Chloé était assise à son bureau, les yeux écarquillés. Un instant, tout fut suspendu. Puis Stéphane apparut, saisissant le collier de Rex, le cœur battant la chamade. « Je suis désolé, » dit-il précipitamment. « Il n'est jamais comme ça. » Mais en voyant le visage de sa fille, pâle, effrayé, et les légères marques rouges sur son cou,
ses excuses s'étranglèrent dans sa gorge. Madame Moreau lissa sa jupe et esquissa un sourire pincé. Les animaux sont imprévisibles, dit-elle, la voix de nouveau mielleuse. Il a peut-être senti l'agitation. Il n'y a pas de mal. Stéphane acquiesça machinalement, mais en lui, quelque chose venait de se briser, une certitude se cristallisant dans le silence qui suivit ses paroles. Ce soir-là, en aidant Chloé à enfiler son pyjama, Stéphane remarqua de nouveau les marques. De petites ecchymoses, presque rondes, près de sa clavicule. Que s'est-il passé ici? Demanda-t-il doucement. Chloé se figea, puis se força à rire, un rire trop faible pour être crédible. J'ai trébuché. Ma béquille a dérapé. Il la dévisagea, lisant le mensonge dans ses yeux. Chloé, murmura-t-il. Tu peux tout me dire. Elle secoua la tête, les larmes aux yeux. Ce n'est rien, papa. Je t'en prie. Stéphane voulut insister, exiger la vérité, mais elle tremblait déjà. Il l'embrassa sur le front et éteignit la lumière. Après avoir refermé la porte, il s'adossa au mur, sentant le poids de tous les silences de cette maison. L'après-midi suivant, l'infirmière de l'école, Valérie Marchand, commença à voir ce que les autres ignoraient. Valérie, la quarantaine, était une femme grande, au regard bienveillant mais perçant, à qui peu de choses échappaient. Elle gérait les dossiers médicaux des élèves depuis plus de 10 ans. Et lorsque Léo se présenta à son bureau en se plaignant de maux d'estomac, elle reconnut aussitôt son nom, celui de son propre fils. Mais ce fut en remarquant les ecchymoses dans le dossier de Chloé, classées comme accidentelles, que quelque chose en elle s'éveilla. Plus tard dans la soirée, chez elle, en examinant des formulaires, elle décela un schéma. 5 enfants de la même classe, tous présentant des blessures légères, toutes décrites de la même manière, à glisser, et tomber, s'est heurté. Ce ne pouvait être une coïncidence. Elle fixa la liste, la mâchoire contractée. Sandrine Moreau, chuchota-t-elle, le nom ayant un goût de fer dans sa bouche. Pendant ce temps, Léo était assis sur le sol de sa chambre, le dictaphone sur les genoux. Il réécoutait l'enregistrement en boucle, entendant le venin dans la voix de l'enseignante, la façon dont elle prononçait « la fille a une jambe ». Comme une insulte. Manon était assise en tailleur à côté de lui, les mains jointes. « On doit le montrer à quelqu'un, dit-elle. Léo acquiesça lentement. « Ma mère, murmura-t-il. Elle nous croira. » Dehors, la nuit était silencieuse, mais l'écho lointain des aboiements de Rex flottait dans l'air, régulier, certain, comme si le chien savait que la vérité venait de trouver une voie. La même nuit, Stéphane ajouta une ligne dans son carnet. Elle dissimule quelque chose, et ma patience a des limites. Son écriture était légèrement tremblante lorsqu'il souligna la phrase à 2 reprises. Il ignorait que, de l'autre côté de la ville, la mère de Léo avait déjà commencé à faire les mêmes rapprochements. Le lendemain matin, le givre sur les vitres fondit, laissant place à des traînées de soleil. Mais à l'intérieur de l'école primaire de Saint-Martin-du-Bois, les ombres persistaient, silencieuses, en attente, chargées de preuves que personne ne pourrait plus longtemps ignorer. La première neige de la saison tomba sur Saint-Martin-du-Bois comme un souffle, douce et glacée, recouvrant les toits d'une fine pellicule blanche. Dans la maison de campagne de Stéphane, en bordure de la forêt, l'air était empreint de silence et de l'arôme de café froid. Une unique lampe éclairait la table en bois, sa lueur se reflétant sur le carnet ouvert devant lui, dont les pages étaient couvertes de notes, de croquis et d'ébauches de soupçons. En face de lui se tenait Valérie Marchand, l'infirmière scolaire, son manteau encore poudré de neige. Elle avait apporté la vérité avec elle, des dossiers, des documents et un visage où ne subsistait plus aucune trace de doute. À ses côtés, Léo et Manon se serraient l'un contre l'autre, leurs mains agitées. Le dictaphone de Léo était posé sur la table, telle une petite arme prête à servir. Stéphane se pencha, la lueur de la cheminée faisant briller la chaîne en argent qu'il portait au cou. « Vous en êtes certaine » demanda-t-il à voix basse. Valérie acquiesça, l'air résolu. 5 enfants, dit-elle, tous dans la même classe, tous avec des blessures dont les explications ne concordent pas. Elle ouvrit un dossier, révélant des photos de légères contusions, des certificats médicaux et des phrases stéréotypées. A glissé, et tombé, accident. La mâchoire de Stéphane se contracta. En face de lui, Chloé était blottie sur le canapé, ses béquilles à portée de main, Rex couché à ses pieds. Les oreilles du chien frémissaient au moindre bruit,
comme s'il sentait lui aussi qu'un danger imminent se préparait. Léo jeta un regard à sa mère, puis fouilla dans son sac. « Je l'ai enregistré, dit-il, la voix faible mais assurée. Il posa le dictaphone sur la table et appuya sur le bouton de lecture. La pièce fut d'abord emplie de grésillements, puis de la voix caractéristique de Sandrine Moreau, tranchante, glaciale et suintant le mépris. « Tu t'imagines que le monde va s'apitoyer sur ton sort indéfiniment, Chloé ? Personne n'a pitié d'une estropiée toute sa vie. Il va falloir que tu l'intègres. » Les mots flottèrent dans l'air comme une lame suspendue. Les mains de Stéphane se fermèrent en poing. Le visage de Valérie devint cireux. Manon porta la main à sa bouche, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Même Rex émit un grognement sourd qui roula dans la pièce comme un grondement de tonnerre. Lorsque l'enregistrement prit fin, le silence devint insoutenable. Stéphane se leva et fit les 100 pas près de la fenêtre, son souffle créant de la buée sur la vitre. « On ne peut pas en rester là, dit-il enfin. Si on la laisse continuer, elle brisera bien plus que des os. » Valérie approuva. « Nous allons saisir le conseil de l'école, dit-elle. Mais il faut s'y préparer. Sandrine a des appuis, des gens qui la croient intouchable. » Stéphane se retourna, le regard ardent. « Alors nous la rendrons touchable. » Il posa une main sur l'épaule de Léo. « Tu as bien agi, mon garçon. Il faut du courage pour s'élever quand les autres se taisent. » Le garçon baissa les yeux, les joues en feu, mais un léger sourire se dessina sur ses lèvres. 2 jours plus tard, une réunion fut organisée à la salle des fêtes communales. Les membres du conseil siégeaient derrière une longue table. 5 adultes en tenue de ville, aux visages impassibles. Sandrine Moreau leur faisait face, impeccable comme à son habitude. Sa coiffure était parfaite, son foulard parme noué avec soin. « Ce sont des accusations d'une extrême gravité, déclara le président, un homme du nom de Pierre Delacroix, en ajustant ses lunettes. « Les contestez-vous, Madame Moreau ?» Le sourire de Sandrine ne fléchit pas. « Évidemment, dit-elle avec aisance. C'est un malentendu. Mes méthodes sont exigeantes, mais elles portent leurs fruits. Certains enfants ont besoin de fermeté, pas de laxisme. Je n'ai jamais eu l'intention de nuire. » Sa voix avait cette même assurance tranquille qui avait abusé tout le monde pendant des années. Valérie se leva la première, déposant une pile de dossiers sur la table. « Voici des rapports médicaux, dit-elle d'un ton neutre. 5 élèves, tous de la classe de CE2. Tous ont signalé des blessures en moins de 3 mois. La coïncidence a ses limites. » Les membres du conseil échangèrent des regards gênés. L'expression de Sandrine resta impassible, mais ses mains se crispèrent sur le rebord de la table. Puis Léo s'avança, paraissant bien petit dans sa veste trop grande, serrant le dictaphone comme une vérité trop lourde à porter. « S'il vous plaît, écoutez, dit-il doucement, avant d'enclencher la lecture. » La voix de Sandrine emplit de nouveau la pièce, claire, cruelle, sans équivoque. Personne n'a pitié d'une estropiée toute sa vie. Les mots résonnèrent contre les murs, faisant voler en éclats son masque de respectabilité. Le sourire de Sandrine se brisa pour la première fois. « Cet enregistrement a pu être manipulé, dit-elle sèchement, sorti de son contexte. Les enfants inventent des histoires. » Mais sa voix avait perdu de sa superbe, trahissant une pointe de panique. Valérie s'avança à nouveau. « S'ils inventent, pourquoi leurs blessures sont-elles réelles? Pourquoi chaque dossier mentionne-t-il la même chose ?» La voix de Stéphane s'éleva, calme mais pesante. « Ma fille est rentrée à la maison avec des marques sur le cou, dit-il. Elle m'a dit qu'elle était tombée. Mais les enfants mentent quand ils ont peur. » Le silence se fit de nouveau. Même le président semblait déstabilisé. Stéphane sortit alors un petit carnet de sa poche, l'ouvrant à une page écornée. « J'ai écrit ceci le soir où elle a perdu son sourire, dit-il tranquillement. » Il se mit à lire, la voix enrouée mais ferme. « Papa, à l'école, je dois me taire pour être en sécurité. » Il leva les yeux vers eux. « Voilà le prix du silence. » Sandrine recula d'un pas, le visage blême. Un instant, elle ressembla moins à une enseignante qu'à une personne confrontée pour la première fois à son propre reflet. Le vote fut unanime. Sandrine Moreau fut suspendue avec effet immédiat, dans l'attente d'une enquête plus approfondie. Elle ne dit rien en ramassant ses affaires, mais la rage dans son regard était palpable,
une amertume née de la perte de contrôle. En passant devant Stéphane, il la fixa sans ciller. « Vous ne lui faites plus peur » dit-il à voix basse. « Et c'est cela qui vous effraie ?» Elle ne répondit pas, se contenta de tourner les talons et de sortir dans la neige. Après son départ, les membres du conseil se dispersèrent dans un silence embarrassé. Seul le petit groupe resta, Stéphane, Valérie, Léo et Manon, sous la lumière vacillante. Pour la première fois depuis des mois, l'air semblait plus léger. Valérie expira lentement, des larmes perlant au coin de ses yeux. « C'est terminé » murmura-t-elle. Stéphane regarda par la fenêtre les flocons de neige qui tombaient sur la vitre sombre. « Non, dit-il. C'est le début de la guérison. » Il baissa les yeux sur Chloé, qui avait attendu sagement près de la porte. Elle lui adressa un faible sourire, la main posée sur le dos de Rex. Le chien remua la queue une fois, comme s'il avait compris que leur combat avait enfin été reconnu. Ce soir-là, de retour à la maison, la lampe brûlait toujours sur la table. Stéphane ouvrit son carnet une dernière fois et écrivit « La justice ne crie pas toujours. » Parfois, elle murmure à travers la voix d'enfant assez courageux pour dire la vérité. Il le referma doucement et observa la neige tomber. Rex était couché près du feu, sa respiration paisible emplissant la pièce. Dehors, Saint-Martin-du-Bois dormait sous un ciel d'un blanc cotonneux, ignorant que dans une petite classe, une tempête de méchanceté venait de prendre fin. Un mois s'était écoulé depuis que la vérité avait éclaté. La première neige avait fondu, laissant place à des flaques d'eau scintillantes qui miroitaient sous le pâle soleil d'hiver. L'école primaire de Saint-Martin-du-Bois semblait plus silencieuse, comme marquée par les événements qui s'y étaient déroulés. Le village avait changé, discrètement. Les parents parlaient plus doucement à leurs enfants. Les enseignants écoutaient plus attentivement, et les rires dans la cour de récréation n'étaient plus teintés de cruauté. Pour Chloé Dubois, chaque matin comportait encore une once de crainte, mais ce n'était plus cette peur qui la paralysait. C'était celle qui, peu à peu, apprenait à s'effacer. La classe de CE2 avait changé. Les murs arboraient de nouvelles affiches. L'atmosphère était plus légère. Et à l'avant de la salle se tenait Monsieur Nicolas Durand, le nouvel instituteur. La quarantaine, grand et d'allure douce, il avait des cheveux poivre et sel et un regard qui souriait avant ses lèvres. Il portait des pulls plutôt que des costumes, les manches toujours retroussées, comme pour signifier que l'enseignement était une affaire de cœur et de main. Le premier jour, il accrocha une petite pancarte en bois au-dessus du tableau. Les lettres, gravées à la main, étaient irrégulières mais pleines de soin, personne n'est laissé de côté. En la lisant, Chloé sentit quelque chose s'éveiller en elle, une chaleur qu'elle croyait perdue. Pour la première fois depuis des mois, elle sourit. Monsieur Durand préférait écouter plutôt que parler. Il commençait chaque cours en demandant aux enfants de raconter une bonne chose qui leur était arrivée pendant la semaine. Certains évoquaient des batailles de boules de neige, d'autres des gâteaux préparés en famille. Autour de Chloé, elle hésita, mais Monsieur Durand attendit patiemment. Rex a encore couru après le facteur, dit-elle enfin, et la classe éclata d'un rire bienveillant. Même le rire, constata-t-elle, pouvait avoir une sonorité différente lorsqu'il n'était pas destiné à blesser. Monsieur Durand opina en souriant. Quel facteur courageux, dit-il, et la classe rit de nouveau, d'un rire simple et chaleureux. Léo et Manon étaient devenus ses meilleurs amis. Ils travaillaient ensemble sur tous les projets, assis à la même table près de la fenêtre. Un après-midi, Monsieur Durand annonça un travail de groupe, construire un objet symbolisant l'équité. La salle s'emplit de murmures, mais les trois amis échangèrent un regard complice. À la fin de la semaine, ils avaient réalisé une maquette de classe en carton et en pâte à modeler, où tous les pupitres étaient à la même hauteur, toutes les chaises tournées vers l'avant, et une petite figurine tendait la main à une autre, plus petite, pour l'aider. Lorsqu'ils la présentèrent, le regard de Monsieur Durand s'adoucit. « C'est magnifique, dit-il à voix basse. Voilà ce que devrait être l'école. » Le reste de la classe applaudit, et les joues de Chloé s'empourprèrent, non de honte cette fois, mais de fierté. La semaine suivante, une assemblée surprise fut organisée. La directrice, Madame Nathalie Girard, se tenait sur l'estrade, une petite plaque dorée à la main. Les élèves chuchotaient, intrigués, lorsque Stéphane Dubois entra, tenant Rex en laisse. Le chien trottait avec assurance, le poil brillant, le regard vif. Aujourd'hui, annonça Madame Girard,
nous rendons hommage à un gardien qui nous a rappelé à tous le sens de la loyauté et du courage. Elle brandit la plaque sur laquelle étaient gravés ces mots, « Chien gardien de Saint-Martin-du-Bois ». Les applaudissements furent assourdissants. Rex pencha la tête, comme déconcerté par le bruit, mais Chloé rit en applaudissant des deux mains. Les yeux de Stéphane s'embuèrent tandis qu'il s'agenouillait près de son vieux compagnon pour le gratter derrière l'oreille. « Tu l'as bien mérité, mon vieux », murmura-t-il. Après la cérémonie, Stéphane fut invité à prendre la parole. Il se tint devant les élèves, sa veste de treillis boutonnée, sa plaque d'identité militaire brillant sous la lumière. « Les héros ne portent pas toujours un uniforme, dit-il, la voix posée mais grave. Parfois, ils sont assis discrètement au fond d'une classe. Parfois, ils prennent la parole quand d'autres se taisent. Et parfois, il baissa les yeux vers Rex, ils ont 4 pattes. » Les enfants rirent doucement, mais son ton resta sérieux. Un héros, c'est quiconque choisit la bienveillance quand il serait plus simple de détourner le regard. Ne l'oubliez pas. Ces paroles se déposèrent sur la salle comme le silence qui précède la neige. Au fil des jours, les cicatrices commencèrent à s'effacer, remplacées par de petits gestes d'attention. Léo se mit à aider les camarades en difficulté en lecture. Manon devint bénévole à la bibliothèque après les cours. Chloé, autrefois muette, levait désormais la main en classe. Il y avait encore des moments d'hésitation, où les fantômes des rires passés la hantaient, mais elle ne se sentait plus seule. Parfois, son regard se posait sur la pancarte au-dessus du tableau, personne n'est laissé de côté, et elle y puisait de la force. Monsieur Durand la surprenait souvent et se contentait d'un signe de tête, comme pour lui dire qu'il comprenait. Un vendredi après-midi frais, alors que le printemps pointait le bout de son nez, les enfants rangeaient leurs affaires lorsque Monsieur Durand s'approcha du bureau de Chloé. « Tu as fait preuve d'un immense courage ce semestre, » dit-il avec douceur. « La classe te perçoit différemment maintenant, non pas pour ce qui est arrivé, mais pour la personne que tu es. » Il déposa sur son cahier un petit insigne, une étoile en papier découpé à la main. « La semaine prochaine, » ajouta-t-il en souriant, « tu seras la déléguée de la classe. » Chloé cligna des yeux, stupéfaite. « Moi ?» Il acquiesça. « Tu l'étais déjà dans l'âme. Maintenant, c'est officiel. » Elle rayonna, d'un de ces sourires qui illuminent une pièce. Ce soir-là, la maison des Dubois était baignée de la chaleur de la cheminée. Le parfum du bœuf bourguignon emplit l'air, et Rex était couché près de l'âtre, la tête sur les genoux de Chloé. Elle lui caressait le pelage d'un air distrait, sa prothèse brillant faiblement à la lueur du feu. « Papa, dit-elle doucement. » Stéphane leva les yeux de la table où il cirait ses bottes. « Oui, ma puce ?» Elle sourit. « J'ai été choisi comme délégué. » Un instant, il la contempla, puis un sourire lent et fier éclaira son visage. « Je savais qu'il finirait par voir ce que j'ai toujours vu. » Il tendit la main et écarta une mèche de ses cheveux. « Tu l'as mérité. » Dehors, la neige se remit à tomber, doucement, sans un bruit. Stéphane se rassit, regardant sa fille rire tandis que Rex lui donnait un coup de tête pour réclamer une caresse. L'éclat métallique de sa jambe captait la lueur du feu. Ce n'était plus le symbole d'une perte, mais la marque de sa force. « Tu sais, Rex, » dit Stéphane tranquillement en souriant au chien. « C'est le soldat le plus brave que j'ai jamais connu. » Chloé rit, levant les yeux au ciel, mais se pencha pour l'étreindre. La chaleur de leur étreinte emplit la petite maison. Pour la première fois depuis longtemps, la paix n'était plus une quête. C'était leur foyer. Et tandis que la nuit tombait sur Saint-Martin-du-Bois, une douce lumière filtrait de la fenêtre, illuminant la neige. Une lumière qui ne venait pas du feu, mais de la grâce tranquille de ceux qui avaient souffert, lutté, et choisi la bienveillance. Dans cette lumière, chaque blessure s'apaisait, chaque silence se rompait, et une famille, unie par l'amour, le courage et un chien qui n'avait jamais cessé de croire, retrouvait enfin le chemin de l'espoir. Dans un monde où la méchanceté peut se dissimuler derrière des sourires et où le silence peut blesser plus que les mots, la bonté devient la forme la plus discrète du courage. Cette histoire nous rappelle que la compassion ne s'exprime pas toujours avec fracas. Elle se manifeste souvent par les gestes de gens ordinaires qui choisissent de faire ce qui est juste, même sans témoin. Les véritables héros ne sont pas ceux qui recherchent la gloire, mais ceux qui apaisent les autres par la patience, l'empathie et le sacrifice. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'un peu d'espoir.
Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous avez ressenti. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires de courage, d'amour et de seconde chance. Que Dieu vous bénisse, protège votre famille et remplisse votre cœur de paix.